dans les voitures électriques comme dans les téléphones cellulaires et quantité d'autres produits. Il y a ce qu'on appelle des terres rares. Alors qu'on tente de s'affranchir du pétrole, voilà qu'une nouvelle dépendance s'annonce. Les métaux rares, qui ne sont pas aussi écologiques que certains peuvent le croire. Le journaliste Guillaume Pitron est l'auteur de ce livre, La guerre des métaux rares. Il est avec nous ce soir pour parler de ce livre. Bonsoir. Bonsoir. Ça tombe bien, là, avec toutes les informations sur les voitures électriques. Mais d'abord, quels sont les métaux rares? Quelle définition on peut donner aux métaux rares? Eh bien, dans la nature, vous avez ce qu'on appelle les métaux abondants, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc. Ce sont des métaux, des grands métaux abondants. Et puis, vous avez également dans une mine des métaux qui sont présents dans des proportions 1000, 2000, 3000 fois moindres que les métaux abondants. Et ce sont les métaux rares. Donc, ils ne sont pas si rares, on en trouve partout sur Terre. Ils sont surtout essentiels. Ils sont donc beaucoup plus rares que les métaux abondants. Et puis, surtout, ils sont essentiels. Ils ont des propriétés chimiques qui sont telles qu'on en raffole. On ne peut pas s'en passer pour les technologies vertes et les technologies numériques d'aujourd'hui. Alors, quand on parle de technologie verte, la voiture électrique, justement, il y a beaucoup de métaux rares dans une voiture électrique. On va voir un dessin de cette voiture-là avec les différents métaux qui sont justement dans ce type de véhicule. Alors, typiquement, dans ce dessin, on voit des métaux rares, et plus précisément des terres rares, qui sont une famille de métaux rares. Et ce que l'on voit, c'est que pour les différents composants de la voiture, à commencer par la batterie, qui occupe tout le fond du véhicule. La batterie peut peser jusqu'à la moitié du véhicule. Il faut certains métaux rares comme le lithium ou le cobalt, mais également quelquefois dans des batteries certaines terres rares comme le cérium et la lantane. Et puis dans le moteur du véhicule électrique également, dans son moteur, il faut un aimant qui remplace le piston, et cet aimant est fait de terres rares, notamment une terre rare qu'on appelle le néodyme. Donc moins de pétrole dans la voiture électrique, mais plus de métaux rares. Plus de métaux rares, plus de terres rares, et donc vous dites que l'extraction et le raffinage des terres rares sont très polluants. Vous écrivez que pour faire du propre, finalement, il faut faire du sale. Expliquez-nous. En fait, moi je suis allé dans les mines d'extraction de terres rares, et plus généralement dans les mines d'extraction de métaux et de minerais rares, et également des usines de raffinage. Et ce que l'on voit là-bas, notamment en Chine, où l'on extrait et on raffine ces métaux, c'est très polluant, excessivement polluant. Il y a des impacts sanitaires, environnementaux très puissants, et ça vient contredire l'idée qu'on se fait des technologies dites propres, vertes. Et pour faire des technologies propres, eh bien, dans le processus minier, c'est sale. Et donc c'est un paradoxe que le vert n'est jamais complètement vert. C'est une pollution qu'on ne voit pas, elle n'est pas chez nous, elle est ailleurs. Et donc on croit qu'on est vert, mais on n'est pas vraiment vert. Et on ne la calcule pas, on ne l'intègre pas dans le coût environnemental ou le coût écologique de ce qu'on produit? En fait, on le calcule et on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, les ACV. C'est-à-dire que de la mine jusqu'à la décharge, on est capable de dire une voiture électrique, voilà ce que ça pollue. Mais tout le monde, pardon de le dire, s'en fiche un petit peu des ACV. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir si vous polluez quand vous roulez en voiture électrique. C'est pour ça qu'elle est zéro émission et propre et verte. Parce qu'à l'instant où vous roulez, elle n'émet pas de pollution puisqu'il n'y a pas de pétrole qui sort du pot d'échappement sous forme de gaz. Donc on ne fait pas ce calcul-là en tant que consommateur, mais certains scientifiques font ce calcul et les calculs sont disponibles sur Internet, sont très faciles à lire. Et quand on voit ces calculs plus généraux, plus globaux, avec la pollution un peu partout dans le monde où on fabrique les composants de la voiture, là, on la voit, cette pollution, on peut la calculer. Est-ce que c'est soutenable? Est-ce que l'extraction et la production de ces terres rares, 2025, 2030, 2040, est-ce que c'est soutenable? Personne ne sait. Moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas soutenable. C'est-à-dire qu'il va falloir tellement de terres rares, tellement de métaux rares, pour toutes les technologies de stockage de l'électricité, donc les batteries des voitures électriques, pour les voitures électriques elles-mêmes. Je vous rappelle qu'on s'attend à ce qu'il y en ait des centaines de millions qui roulent dans le monde entier demain. Et chaque batterie pèse plusieurs centaines de kilos à chaque fois. Et puis pour les éoliennes, et puis pour les panneaux solaires. Tout cela, en réalité, ça annonce des chiffres de production qui sont colossaux, avec des multiplications de la production de ces métaux rares d'ici 20 à 30 ans, multipliées par 10, 20, 30, 40, 50, 200 pour le lithium. Donc si vous me demandez si c'est soutenable, je répercute le message de beaucoup d'industriels et de scientifiques du secteur qui disent non, ce n'est pas soutenable. Alors comment comment on arrive à atteindre nos objectifs et à réussir notre transition écologique avec l'objectif de remplacer les énergies fossiles? C'est bien de remplacer les énergies fossiles. Il faut les remplacer parce qu'elles émettent du CO2. Et si l'enjeu, c'est d'éviter le réchauffement climatique, qui plus est au Canada, où le climat se réchauffe plus rapidement, que dans le reste du monde, alors oui, il faut la faire, cette transition. Simplement,
La pollution qui n'est pas émise par les rejets de gaz à effet de serre, elle va être émise autrement, notamment au niveau de la mine. Et donc, à choisir, je préfère encore une pollution minière qu'une pollution de l'atmosphère. Donc moi, je pense qu'il faut la faire, cette transition. On peut peut-être y arriver, mais à condition qu'on corrige les effets pervers de cette transition, c'est-à-dire toute cette pollution qu'on ne voit pas. Et pour cela, il va falloir qu'on prenne des solutions radicales, des décisions radicales en ce qui concerne l'origine du minerai, la traçabilité, le sourcing un peu plus éthique, et ainsi de suite. Parce que là, présentement, tout est fabriqué, produit en Chine, en très grande partie. Les terres rares, puis vous êtes allé justement dans ce qu'on appelle la Silicon Valley, des terres rares, une région de la Chine. C'est vraiment la Chine qui est championne des métaux rares en ce moment. En fait, terres rares. Tout à fait, des terres rares et des métaux rares en général. Oui. C'est-à-dire que nous avons la capacité en Occident, et d'ailleurs, nous avons, pendant un temps, produit nous-mêmes ces métaux rares pour le reste du monde. Mais il y en a au Québec, d'ailleurs. Et on pourrait tout à fait extraire des terres rares au Québec. Mais on a fermé les mines de métaux rares il y a 20-30 ans de cela, parce qu'on ne voulait 30-40 ans, parce qu'on ne voulait pas de la pollution. Et donc automatiquement, ce qui s'est fermé chez nous, c'est ouvert ailleurs, en Chine notamment, mais dans d'autres pays du monde, comme la RD Congo, où on a commencé à extraire du cobalt, du graphite, du magnésium, qui n'est pas vraiment rare, mais important pour les voitures, et également des terres rares, etc. Et donc en fait, cette pollution, nous l'avons déportée. Nous l'avons délocalisée. Et donc ce sont d'autres pays qui assument le coût écologique de cette transition énergétique. Et c'est ainsi que la Chine se retrouve avec toute la production de ces terres rares et de ces métaux rares dont nous ne voulons pas. Mais du coup, elle se retrouve avec un gigantesque pactole. Elle se retrouve assise sur 80-90% de la commercialisation et de l'exploitation de métaux qui sont stratégiques pour la transition énergétique. Donc il est trop tard pour nous, il est trop tard pour l'administration Trump aussi qui voudrait exploiter davantage de métaux rares? Il n'est jamais trop tard et on ne peut pas être responsable et désespéré, comme dit l'écrivain français Saint-Exupéry. Donc il y a des solutions et la solution, d'un point de vue économique, géopolitique, serait de dire je ne peux pas continuer à dépendre de la Chine pour 80% de mes approvisionnements en métaux rares ou terres rares, je vais ouvrir des mines chez moi ou aller diversifier mon portfolio de sourcing de façon à ne plus dépendre de la Chine et de la sorte, et c'est ce qu'essaye notamment de faire Trump. Trump veut réouvrir des mines de métaux critiques aux États-Unis et puis redévelopper le recyclage, etc., pour en fait avoir ce qu'on appelle de la souveraineté minérale. Oui. Il n'est pas trop tard, ça prendra du temps, c'est très long. Le temps minier, c'est-à-dire le temps d'ouvrir la mine et puis tout l'aval de la mine, le raffinage, c'est très long, mais rien n'est impossible. Alors, Guillaume Pitron, malheureusement, il faut s'arrêter ici, mais c'est très intéressant et c'est passionnant à lire, La guerre des métaux rares. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.